Éric Pouliot, est-il qui nous revient? Ça fait un bout de temps qu'on t'avait pas entendu, Éric? Ben oui, comment allez-vous? Ben, ça, hey, t'as l'air de bonne humeur. Je t'ai vu ce matin sur Facebook. T'avais l'air de bonne humeur. Ah ben oui, certain. Une très belle journée à part de ça. Hey, aujourd'hui, tu veux nous parler des écoles industrielles. Ça, c'était le terme qu'on utilisait avant les pensionnats? Oui, exactement. C'est en faisant un petit historique de tout ça, on voit que, bon, le tout, je vais un peu faire un retour parce qu'on avait déjà touché ce point-là, mais j'ai fait des découvertes pas mal intéressantes à cet effet-là. Ben oui, vas-y, Étant parle-nous-en. donné que, oui, c'est ça. Là, présentement, à l'UDM, on est en train de travailler sur une analyse de l'historique donc des écoles et industrielles qui sont devenues éventuellement les écoles résidentielles. Donc, voilà. Donc, pour faire un survol, finalement, de tout ça, évidemment, ce qu'on sait après la guerre de 1812, c'était la dernière collaboration de nation à nation. Là, ça devenait un fardeau de donner des cadeaux annuellement à tous les participants des familles de la guerre de 1812. Dès lors, ensuite, les médailles ont été données en 1846 aux participants de la guerre de 1812. Mais entre ça, en 1842, il y a eu la commission Bagot. Charles Bagot, en 1942, le gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique, lance une enquête sur les activités du ministère des Affaires indiennes en 3 étapes. En fait, il voulait mettre sur pied des réformes visant à apparemment améliorer les conditions de vie des Autochtones en réduisant les dépenses. Qu'est-ce qu'il voulait dire par améliorer les conditions de vie des Autochtones? C'était de les rendre rentables, finalement. Donc, étant donné que la création des réserves faisait partie du plan de Charles Bagot, de finalement sédentariser les Autochtones pour les rendre rentables via l'agriculture pour que ça cesse de devenir un dit fardeau pour l'État. Ouais, c'est Donc, ça, comme en faire des bons cultivateurs puis des bonnes ménagères pour les filles. exactement. Comme le bon Donc, modèle agricole colonial. Comme ça, ils pourront payer oui, des tout à taxes fait. et ils n'auront pas recevoir d'argent. Et c'est exactement. Donc, ce fameux rapport-là a été complété en 1844, débutant en 1840. Au début, retracer l'histoire chronologique des politiques autochtones, faire une espèce de sum-up de tout ça. En deuxième partie, faire un bilan des progrès économiques et sociaux réalisés chez les Autochtones de l'Est et de l'Ouest en faisant un compte statistique de tout ça. En supposant les progrès de l'agriculture, de la santé et les écoles. Donc, c'était déjà, on voyait que c'était tout à fait un précurseur des écoles industrielles et résidentielles. Donc, ensuite, après la commission Bagot, on donne les médailles aux guerriers de 1812. En 1851, on crée les réserves. Puis ça prend le permis pour sortir des réserves. Mais qui était à la tête des ministères à cette époque-là? C'était un groupe archaïque de la Constitution, dont un postulat philosophique ultra-conservateur là, de 1815 à 1825, appelé The Family Compact. Oh mon Dieu. C'était un agglomérat des aristocrates intellectuels, des poètes anglais, écossais, irlandais, qui siégeaient pas mal en grosse partie à l'Assemblée législative du Haut-Canada. C'est une entité éthique donc connue. Le nom donné, c'était le Family Compact, qui promouvait l'entité du Church of England, l'Église d'Angleterre. Il favorisait donc le développement colonial d'immigrants anglo-saxons. Et puis, celui qui a créé les réserves provient de cette vague-là. Il a abandonné la Family Compact, il s'est dissocié du groupuscule. C'est l'ancien réformiste anglais John Rolfe, qui est revenu à l'Assemblée législative en 1851. Il a joint les conservateurs. Il a été désigné au poste des commissaires responsables des terres de la couronne. C'est lui qui a délégué les 230 000 acres pour la création des réserves au Bas-Canada. Et ensuite, il a clarifié l'abolition des systèmes des cadastres seigneuriaux en 1854. Et aussi, c'est aussi là que les ordres religieux ont perdu la juridiction d'émission. Donc, il y a précédemment aussi, qu'est-ce qu'il a fait John Rolfe, intéressant, il a promu la mise en œuvre de la naturalisation d'immigrants américains entre 1824 et 1838, ceux qui s'étaient exilés depuis la guerre de 1812 des États-Unis
puis qui souhaitaient demeurer fidèles, disons, à la couronne britannique, se sont établis dans les terres aux alentours des Grands Lacs. Donc, on peut voir qu'il y avait, entourant le Canada uni là, de 1850 à 1875, un détachement graduel allant des alliances, des relations avec l'État et les Autochtones. Ça devenait un fardeau parce que là, c'était vraiment l'intérêt démographique des colons qui grandissaient pour promouvoir le jeu des usiniers, développeurs des chemins de fer, le stimuler l'économie industrielle et tout ça. Donc, hey, Éric, c'est pas nouveau, l'immigration au service de la politique, hein? Puis, ben non, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on a voulu mettre les Oblats français et belges à créer des écoles industrielles? En fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que dans l'Ouest canadien, ceux qui avaient commencé à développer les écoles, évidemment, le Mohawk College, c'était des Anglicans. La première école dite industrielle, c'était le Mohawk College en 1826 à Brantford, en Ontario. Ensuite, il y a eu le Mount Elgin, qui était des méthodistes. Donc, il y avait vraiment en réalité, l'Oblat, le chef des Oblats dans le bout du Manitoba, il s'appelait Grandin. Lui, selon lui, il avait un saboteur. C'est-à-dire que le ministère ultra-conservateur, issu du fameux Family Compact, de l'espèce d'élite d'anglais qui promouvait le Church of England et les colons anglais, irlandais, écossais, il exposait que finalement, il y avait juste un 10% qui finançait les écoles industrielles catholiques. Oui, exactement. Puis donc, en 3 minutes, comment tu peux nous expliquer comment ça s'est développé dans l'Ouest canadien, justement, à cause de ces Oblats-là? Oui, ben c'est ça. Les Oblats, finalement, ils ont développé tout l'Ouest canadien, les missions éloignées, disons, territoire du Nord-Ouest, Yukon, le nord du Manitoba et le nord de l'Alberta, autrefois qui était désigné comme un territoire désorganisé. C'était la qualification du secteur, c'était les territoires. Est-ce que les Oblats étaient là à cause des Métis? En grosse partie. Ils ont pas mal suivi, disons, les précurseurs de la Hudson Bay Company, voyant là, que c'était un point important là, de pouvoir établir des relations et tout ça. Mais qu'est-ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de missionnaires à l'époque qui partaient dans l'émission dans un esprit, disons, humanitaire, qui souhaitaient enseigner l'Évangile aux Autochtones. Oui, mais enseigner l'Évangile, Éric, évangéliser, c'est politiser dans la tête de ces gens-là, hein? Et utiliser les gens. Mais le point qui est super intéressant, c'est qu'il y a certains missionnaires, disons, avec un penchant humaniste, qui étaient absolument contre les écoles industrielles. Et puis, il y a eu beaucoup de débats à cet effet-là. Des missionnaires, disons, qui s'en allaient un peu comme en exode au Canada, enseigner la bonne nouvelle aux Autochtones, mais qui ne souhaitaient pas les amener dans les écoles résidentielles. Ils voulaient simplement leur enseigner l'Évangile dans leur langue et laisser ça comme ça, pour les laisser dans leur propre mœurs et coutumes. Mais c'est alors que Grandin, le chef finalement des Oblats dans le développement, qui savait qu'il était pour obtenir des grants, disons, des donations de terre par le gouvernement pour établir les missions et leur ordre et tout ça, eux ont mis, disons, un penchant sur le fait que non, là, il faut organiser les écoles résidentielles, il faut rentabiliser le tout, il faut qu'on obtienne des fonds du gouvernement. Donc, il y a eu une guerre entre une parcelle de missionnaires humanitaires. En conclusion, Éric. Oui. Donc, en conclusion, on voit vraiment que c'est les Oblats vraiment qui ont développé l'aspect catholique. Puis finalement, ils ont eu pas mal le grand dessus du Manitoba, puisque le Manitoba devait être une province francophone. Au départ. Au départ. Donc, en 1890-91, il y avait tellement de vagues d'immigrants européens en quête, la première vague d'Ukrainiens. Eh bien, merci Éric Pouliot-Tisdale. On se retrouve bientôt pour continuer ces histoires.